c'est de nourrir son travail de la fréquentation permanente des personnes qui, dans notre société, sont seules, qui sont oubliées par les droits, par les structures, par parfois l'autorité, et donc qui sont les plus vulnérabilisées dans notre société, qui sont fragiles par le revenu, par la condition socio-économique, par l'enseignement qui a raté avec elles, par la politique du logement qui n'arrive pas à les rejoindre. Et donc, voilà, ce sont elles qui nous nourrissent de ça. Et donc, les choses que je peux dire légitimement à partir d'elles partent de leur réalité concrète de vie. Et les réalités concrètes de vie, bon, ce sont des personnes qui sont frappées de plein fouet, évidemment, par les évolutions climatiques immédiates, frappées de plein fouet parce que vous le savez, sans doute, vous avez lu, vous avez vu, et vous constatez peut-être sur le terrain, si vous avez des relations de terrain, que les personnes qui, en Wallonie, sont frappées par les inondations de façon intense, et dont la situation, pour certains, n'est toujours pas réglée aujourd'hui, 4 ans après, ou bien dont la situation de vie est, dit-on, réglée, mais qui se sont appauvris dans leurs droits, dans leur portefeuille, dans la qualité du logement, dans l'endroit où ils vivent, dans la délocalisation qu'ils ont dû subir, etc. Bah, ce sont les populations dont les droits étaient déjà affectés avant ces inondations. Tout comme dans les populations que nous rencontrons au réseau wallon du contre la pauvreté, les populations qui souffrent des événements de canicule que l'on peut connaître, ce sont forcément des populations avec des petits revenus qui vivent dans des sous-toits non isolés, dans des appartements où on meurt de chaud, on sort le matelas sur le palier pour dormir la nuit, sinon c'est pas possible, qui vont dans des grandes surfaces pour avoir de l'air conditionné pendant la journée, et qui aujourd'hui, heureusement, peuvent aller remplir une gourde dans les gares, puisqu'on commence à mettre des distributeurs d'eau gratuits, enfin, quelque part, notamment dans les gares. Mais ce sont aussi les personnes, évidemment, qui vivent dans la rue, les personnes sans papier. Vous avez peut-être entendu aujourd'hui à la radio à quel point c'est dramatique chez nous, hein, puisque ce sont des enfants, des nouveau-nés qui sont dans la rue aujourd'hui, dans notre pays organisé, structuré, et qui produit encore de la richesse. Et ces personnes qui vivent dans ces conditions-là sont celles qui sont aussi affectées au niveau de leur santé par rapport à ce qu'elles mangent, évidemment, parce que quand le portefeuille est plat, on mange plat. Et manger plat, c'est aller dans les grandes surfaces, dans les fast-foods, c'est aller au colis alimentaire, au resto du cœur, etc. Mais c'est évidemment rarement pouvoir se dire qu'on va pouvoir choisir la qualité, avoir la liberté de cette qualité, et se demander si ce qu'on mange est plus ou moins pollué, plus ou moins pas pollué. Il y a des produits toxiques dessus ou pas, etc. Est-ce que c'est vertueux ou pas? Est-ce que c'est plein d'eau ou pas? Plein de graisse ou pas? Plein de... c'est pas le souci. Le souci, c'est d'arriver à manger jusqu'à la fin du mois en essayant d'éviter le colis alimentaire, le resto du cœur, etc. Et donc, voilà. Et donc forcément, et tout ce que ça entraîne en conséquence sur la santé, exactement comme les inondations, qui ont des effets en santé physique, en santé mentale, en santé sociale. Ce qu'on appelle la santé sociale, c'est la santé relationnelle, la santé qui fait qu'on se sent encore en capacité d'être confiant, d'aller vers l'autre, de nouer des relations, etc. C'est la même chose hein, au niveau des canicules, comme c'est la même chose au niveau de l'alimentation. Ce sont aussi ces personnes qui sont mal logées dans des quartiers qui ne sont pas verdurisés, sur des bords de grande route avec un rocher derrière, où il n'y a pas d'arbre au-dessus, qui sont extrêmement humides, qui sont exposés de telle façon qu'il y a peu de soleil pendant la journée, mais surtout de l'ombre et du frais, etc. Et donc qui aussi subissent le plus fortement et le plus intensément les pollutions de l'air, etc., avec la circulation, le trafic, etc., etc. Ce sont aussi des personnes qui, parce qu'on pourrait relier quand même l'emploi aussi, évidemment, aux évolutions climatiques, pour partie, vont avoir des emplois qui sont parfois vraiment dangereux au niveau de la santé et qui ne vont pas nécessairement avoir la représentation nécessaire pour se faire défendre par rapport aux effets néfastes de l'emploi, de l'emploi que peut engendrer l'emploi. Et puis ce sont aussi souvent des personnes qui, puisque ça a quelque chose à voir avec le climat, qui vont avoir des difficultés en termes de mobilité, parce que la mobilité collective est très souvent insuffisante, qui auront recours éventuellement à une voiture, mais quelle voiture, à bas prix, donc
plutôt on va considérer qu'ils sont polluants, hein, ils ne vont pas savoir aller vers une voiture électrique de toute façon, mais aussi qui vont souvent être localisés dans des zones d'habitat, pour partie, en tout cas sur le territoire, qui sont éloignés des services, éloignés des gares, éloignés des nœuds centraux, et tout ça, puisque tout ce qui se trouve près des services coûte cher. Et donc, c'est accaparé par ceux qui ont les moyens, forcément. Ceux qu'on rénove près d'une gare, ceux qu'on, etc., des loyers, tout ce qu'on veut, ça monte. Et donc, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus dispersées sur des territoires où on va voir moins dans la proximité. Et donc, l'aménagement du territoire est quelque chose qui est frappant aussi. Donc, vous voyez, quand on se dit qu'est-ce que serait l'équité pour arriver à faire une transition écologique juste, ben, elle passerait, en tout cas, très fortement sur le fait de s'intéresser aux droits qui vont renforcer les déterminants de la santé. Si on ne travaille pas sur le droit au logement de façon sérieuse, à destination de ces populations-là, par de l'isolation, par de la qualité, par la localisation, etc., etc. Si on ne travaille pas à une qualité alimentaire accessible, c'est-à-dire que les gens aient dans le portefeuille ce qui est nécessaire pour aller l'acheter, mais aussi qu'on travaille à comment vivent les producteurs, ce qu'ils sont capables de produire, etc., les rapports de force dans les prix, etc. On n'a pas dit qu'il fallait faire tomber les prix, on dit juste qu'il faut trouver une manière de travailler. Ben, on ne saura pas agir sur les conditions de santé des gens par rapport à l'alimentation. Si on ne travaille pas sur la mobilité collective de façon intense, on va avoir un problème d'équité en termes de transition écologique. Si on ne travaille pas sur la verdurisation des espaces verts, si on ne se demande pas où on construit, quand on en construira encore, des cités d'habitation sociale, pas des cités du logement social, si on en construit encore, ou si on en rénove, et qu'on verdurise autour, etc. Si on ne se pose pas la question de la mixité sociale, plutôt que de réserver les rénovations de façon intense pour les portefeuilles nantis, si on ne régule pas le contrôle de la propriété privée pour arriver à ce que tout le monde puisse se loger dans des lieux décents, dans des lieux convenables, pas nécessairement en bord de rivière, on va être inondé parce que là c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs, et qu'il faut bien que des gens y aillent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix d'y aller, etc. Si on ne travaille pas sur l'emploi qui fait du bien à celui qui le pratique et au bénéfice de ceux pour lesquels on le fait, ben, on va avoir difficile, je pense, d'arriver à de l'équité pour la transition écologique. Alors, c'est pas impossible de faire de l'équité un petit peu, sans toucher à ça, pour aller vers la transition écologique, mais alors on n'en fera jamais beaucoup, on n'en fera jamais fondamentalement, et on fera toujours du réparateur. Et le réparateur, il coûte très cher à la collectivité, mais il coûte très cher à la vie humaine, il coûte très cher au climat, et donc à la planète, et donc aux humains qui vivent dessus. Et donc, pour nous, c'est un levier, évidemment, très très important. Alors, un deuxième levier très important par rapport à ça, c'est de se dire aussi, ben, aujourd'hui, si à un moment donné, il y a des politiques publiques qui sont organisées de telle façon qu'on veuille investir pour cette transition écologique, et en disant qu'on veut investir pour tout le monde, alors comment fait-on pour évaluer ces dispositifs, les enveloppes qui les accompagnent et qui les suivent et qui vont devoir être utilisées, au regard de la réduction des inégalités? On a par exemple cette enveloppe ETS2, hein, j'imagine que je ne dois pas apprendre ici aux personnes qui sont dans l'auditoire ce que c'est. Cette enveloppe ETS2, tiens, est-ce qu'on va la travailler au niveau de notre pays, autrement dit des régions, puisque chez nous c'est compliqué, au regard de la réduction des inégalités, et se dire qu'on va chercher à fond à faire que ces moyens-là vont d'abord aller dans le logement dégradé, chez des ménages ouvriers, chez des ménages sans emploi, chez les gens qui travaillent dans les ménages d'une famille monoparentale, etc., etc., avant de les attribuer à qui que ce soit d'autre. Et donc décider en effet de faire un investissement déséquilibré, un investissement vers ceux qui en ont absolument besoin et qui sont par ailleurs les moins pollueurs. Hein, n'oublions quand même pas que les gens les plus précarisés sont les moins pollueurs par rapport aux gens qui sont plus dans le confort et qui sont nantis. Et donc, ça me paraît très important. Un troisième élément qui nous paraît très important, donc les droits structurels qui agissent sur le déterminant de la santé. Le deuxième, comment est-ce qu'on pense la politique ascendante, mais au service d'abord de ceux qui sont les plus mal lotis. Le troisième, c'est comment est-ce qu'on associe ces populations au travail et au processus de travail qu'on peut faire par rapport à ça. Je ne dis pas que les populations doivent être là à tous les coups, tout le temps, tout au long de la durée, mais on l'a vu par exemple dans la vallée de la Vesdre,
lorsque l'Université de Liège a travaillé sur un labo Vestre, etc., elle a essayé à plusieurs moments, et ça a fonctionné à plusieurs moments, d'associer les populations du coin à se dire comment est-ce qu'on reconstruit un territoire d'existence pour tout le monde, y compris pour les plus pauvres, pour qu'ils ne soient plus pauvres. En tout cas, pour que ces déterminants-là contribuent à ce qu'ils s'éloignent de la pauvreté. Et c'est très très compliqué parce qu'il faut chaque fois y aller au pied de biche pour arriver à imposer une dynamique comme celle-là. Et quand cette dynamique-là existait, souvent ça reste au fond d'un tiroir, et on oublie l'étude, et où on n'en garde que les facettes les plus, comment est-ce que je veux dire, au-dessus de la surface, où on se dit, ah ben oui, il faut quand même monter des murs, plutôt que de se dire, il faut arrêter que ça dégouline. Oui, il faut quand même loger tout le monde, mais où est-ce qu'on va les mettre? Donc on va quand même penser à la politique pour tout le monde. Et ne pas se dire, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, que dans toutes ces zones inondées de la Wallonie, par exemple, on n'a toujours pas retrouvé le nombre de logements sociaux qui ont été détruits, et loin s'en faut, et donc où sont les familles, etc. Donc comment est-ce qu'on associe les gens et toutes les catégories de population, y compris tous les métiers, agriculteurs, etc., sans a priori, en sachant qu'il y a des agriculteurs aisés, comme il y a des agriculteurs et agriculteurs pauvres. Hein. Donc la pauvreté, elle ne s'arrête pas aux personnes qui bénéficient de revenus d'intégration sociale, comme on essaye de nous faire dire dans les médias pour le moment tout le temps, pour accabler en fait une catégorie qui doit être soutenue. Non, 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 il y a de la pauvreté chez les travailleurs, chez les indépendants, chez les salariés, chez les gens qui n'ont pas de travail, etc. C'est toute cette pauvreté-là qui doit intéresser par rapport à la transition écologique. Celle-ci est absolument essentielle. Et donc voilà, maintenant, si on ne prend pas le chemin de notre point de vue, des politiques structurantes qui agissent sur les déterminants, d'indicacer les revenus en priorité, en commençant par les populations qui en ont le plus besoin, et de les associer au processus pour qu'on soit sûr que ça marche, alors il faut faire du réparateur. Alors il faut faire du réparateur et de l'adaptatif. Et bien, alors à ce moment-là, il faut prévoir des budgets gigantesques qui seront des puits sans fond, hein, c'est comme ça, gigantesques, pour réparer, pour adapter, pour se dire, ah là là, on a été inondé, où est-ce qu'on va déplacer les populations, où est-ce qu'on va les mettre, et donc on court derrière, et on sort de l'argent, on sort de l'argent, on sort de l'argent, qui ne va pas avoir des effets durables, donc qui ne va pas contribuer au durable, forcément, et donc, dès lors qu'il y a un abandon du structurel, eh ben, il faut bien des dépenses exceptionnelles. Alors ça, il faut être d'accord pour ça. Il faut arrêter de dire, alors il n'y a pas de budget pour ça, si on n'a pas décidé d'investir en amont, préventivement, pour ces populations-là en particulier. Et puis il y a un deuxième levier qui peut être activé, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas considérer que les personnes qui sont victimes d'un risque climatique, et qui étaient déjà avant victimes de droits insuffisants, eh bien, ne devraient pas se retrouver prises en considération dans la sécurité sociale de façon forte lorsqu'il leur arrive des drames climatiques, entre autres, pour pouvoir arriver à vivre et survivre, etc. Est-ce qu'on est prêt à se dire, ah, on va doter la sécurité sociale d'une branche en plus, on va financer, on va qui, quoi, comment, etc., etc. Mais on ne voit pas, nous, en tout cas, au niveau du réseau, d'autres solutions. Soit on agit sur le préventif, les droits structurels, etc., et on embarque les gens les moins à l'aise pour faire seul, c'est-à-dire à travers le service public qui est la richesse des pauvres, hein, à travers des financements publics qui est la richesse des pauvres, pour pouvoir évoluer dans la situation, ou alors il faut faire du compensatoire qui va vider les caisses, ou alors il faut se résoudre à gérer quelque chose de violent, mais à se dire, tant pis, hein, il y a des gens qui sont toujours les perdants, il y a des vies humaines qui partent, c'est comme ça, on peut vivre avec. Ça, je ne pense pas que c'est ce qu'on ait envie, et on a envie de changer les choses et de ne pas aller dans cette direction-là. Voilà. Merci, Christine. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Ça va me permettre de parler d'inégalités et de comment la santé peut ancrer les inégalités dans la société. C'est une thématique sur laquelle je travaille. Donc j'ai axé cette présentation alors à un format un peu académique, mais j'essaye du moins de vulgariser au maximum.
Alors la santé, comme je le dis, c'est un canal de transmission des inégalités. Il y a des choses qui ont déjà été dites, donc je vais passer rapidement sur certains éléments. Par contre, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais insister et qu'on n'a pas forcément vues, notamment sur le fait que, donc, on sait, le changement climatique va générer des effets sanitaires problématiques en termes de mortalité, de morbidité, on l'a vu à travers les présentations de ce matin. Ce qui est important également, c'est que le changement climatique va créer des effets aggravants, c'est-à-dire qu'il y a des risques sanitaires comme les polluants de l'air qui vont être aggravés par les problématiques climatiques, et ça c'est important de l'avoir aussi en tête quand on pense les politiques publiques. Ce qui est important également, et ça c'est une thématique sur laquelle j'aime bien insister, parce qu'en fait quand j'ai commencé à faire de la recherche en économie, je me suis intéressée surtout au capital humain et aux inégalités d'éducation. Et en fait j'ai bifurqué après un petit peu sur les questions environnementales et de santé, parce qu'en fait il y a un lien dans tout ça, car on sait que quand il y a des chocs de santé, notamment au plus jeune âge, ces chocs, ils génèrent des effets persistants dans le temps. Et qui dit effet persistant dit que ce sont des effets qui vont alimenter en fait, les inégalités et freiner la mobilité sociale. Par exemple, un individu qui a eu un choc de santé au plus jeune âge, il a moins de chances d'avoir une mobilité sociale favorable sur du moyen long terme. Je propose d'envisager à votre tour aussi, c'est la répartition entre le marché et l'État. On sent, en tout cas dans les interventions de Christine, c'est une évidence, mais j'imagine que le Bureau fédéral du plan ou vous-même vous penchez dans ce sens-là également. Il reste une place énorme pour l'État, en puissance publique, pour inciter, mais et comment convaincre les marchés de se sentir concernés. Oui. Donc on disait qu'ils ne seront pas vertueux par nature. Non, en effet, bon, on le sait, quand on parle des problématiques environnementales, il y a plein d'inefficacités de marché. Les externalités négatives, positives, les asymétries d'information, les biens qui sont plutôt des biens communs, des biens publics. Donc on sait que si on laisse le marché faire tout seul, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas une situation socialement efficace. Donc on a besoin à minima d'intervention, alors soit pour de la fourniture de biens publics, parce que le marché n'a pas d'intérêt à fournir le bien seul, soit avec des instruments de régulation ou des instruments économiques type tarification, marché de quotas, si on pense à l'aspect atténuation du changement climatique. Au-delà de ça, alors bien sûr, on a besoin, les marchés tout seuls ne fonctionnera pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de marché, il faut les encadrer, mais au-delà de ça, au-delà des aspects inefficacité, il y a les aspects équité. Donc on peut très bien avoir un marché qui est efficace, mais qui nous donne une situation pas très jolie d'un point de vue de l'égalité sociale, donc on a aussi besoin de l'intervention publique pour ça. Pour créer aussi de l'égalité. On peut même avoir des situations de marché efficaces d'un point de vue environnemental, mais bon, quand on parle d'environnement, c'est assez rare quand même, étant donné toutes les externalités qui sont associées. Mais même au-delà de ça, on a besoin aussi d'intervention pour prendre en compte la dimension égalité sociale. Alex ? Je me cachais un peu. Pour un bon raison. Il y a beaucoup de questions normatives, le propre espace de gouvernement versus le privé. Fiscal justice était aussi abordé. En tant que bureau fédéral du plan, on a l'habitude de ne pas se prononcer sur les questions normatives. Bien sûr, le fait que le climate change is not, you cannot abate it without government intervention. That's almost a platitude. That being said, going farther away, what exactly should be done? That's actually, if you analyze every discussion on any policy either down, it's always a question of social choice. Even the question, the most simple question of them all, do you want a carbon tax or not? Even that prescription where the scientific literature says that you should tax damages according to tax marginal damages with the carbon tax equal damage. Even that, if you come to think of it, when you break it down very much, it is a normative question. It's a question of qui paye quoi. Et au final, ça c'est quelque chose pour la société à répondre. Notre job dans cette processus démocratique est d'essayer d'être très complet
aux prescriptions que nous faisons, pas prescriptions, aux analyses des impacts que nous faisons, pour que les sociétés ne tâtonnent pas dans le tunnel. Le temps où le Bureau fédéral du plan était encore le Bureau fédéral du plan de programmation, dans les 50 et 60 où j'étais pas là encore, bien évidemment, nous décidions le niveau de production dans le charbon. Ça c'est fini, donc je m'arrête là. Le coût-bénéfice, il est totalement biaisé. Donc je pense que c'est important, nous qui travaillons avec des données, qu'on impute ces données. On a assez de matériel, d'autres données qu'on peut assigner dans ces populations. Il nous manque les données et qu'un mauvais chiffre est mieux qu'un chiffre qui est de 0 parce qu'en fait, on part du principe que du coup, le bénéfice est 0 et donc voilà, et on a vraiment les mauvaises décisions. Le deuxième point que vous avez fait, c'était sur la redistribution, les gilets jaunes. On a très peu de communication sur le fait qu'on veut les taxer parce qu'ils font un damage, mais il faut qu'il y ait une redistribution qui corresponde à ce qu'on a collecté. Et ça m'amène à mon troisième point. On a un gros problème de politique qui n'ont plus de accountability. En Angleterre, on a isolé les maisons, etc. On s'est rendu compte que c'était un super mauvais job et qu'il faut tout refaire. Donc on gaspille l'argent public et c'est la faute de personne. Et c'est vraiment dommage parce que ces sous sont extrêmement nécessaires. On a créé, on voulait étendre ce rail à grande vitesse, le HS2 vers le nord, pour donner accès à ces populations dont vous avez parlé, au travail, à plus d'opportunités, etc. On a dépensé 100 millions à déplacer des chauves-souris. Alors évidemment, on était en budget et alors évidemment, on a laissé tomber le travail. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de tous ces sous? Donc je pense que le gouvernement public, je pense que les gens, moi je suis convaincue que les gens sont contents de payer des impôts pour la redistribution, mais s'ils sont gaspillés, et on a un problème de vraiment responsabiliser les autorités qui les utilisent. Mais autrement, tout ce que vous avez dit est juste, et les sous sont là, et c'est impératif qu'on les redistribue là où on en a besoin. Merci. Réaction, moi, à mon tout pénal petit niveau, je dirais que j'essaie de plaider, y compris auprès de mes collègues, pour qu'on soit très précis dans les nomenclatures et les mots. Et vous dites que les gens sont contents de payer, en fait, ils sont contents de payer des contributions et pas des impôts. Et en fait, je pense que c'est fondamental. Moi, mes grands-parents étaient fiers de contribuer à quelque chose. Voilà. Pour ça, il faut que ce soit clair. Voilà. Et contribuer n'est pas un problème, mais se faire de la rapine, c'est plus difficile. Réaction à cette intervention? Oui, non? On acte. On en prend d'autres? Oui? Oui. Ici. Ah, là-bas, et puis ici. Oui, bonsoir. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Madame Mailly. Je travaille pour les CHU Lorrain, donc on a un réseau d'hôpitaux au sein des régions du Borinage, du centre jusqu'au Brabant wallon. On travaille actuellement sur l'établissement de notre stratégie de durabilité. Beaucoup de nos hôpitaux sont intégrés dans des régions dans lesquelles il y a beaucoup de pauvreté. Je pense à notre hôpital de la Louvière ou notre hôpital de Mons et à Boussu aussi, où on a vraiment un taux de pauvreté qui est très important et on essaie de maintenir des soins qui sont accessibles, le plus accessible possible. On a des hôpitaux qui sont le plus conventionnés possible. Et je me posais une question en vous écoutant. Quel serait le conseil que vous nous donneriez, une politique ou un élément auquel on devrait faire attention dans notre politique de durabilité au sein de notre stratégie hospitalière pour justement pouvoir au mieux intégrer la question des inégalités et de la prise en compte de la pauvreté dans nos politiques de développement durable. Te voilà en consultance, Christine. Ben, je ne vais pas faire comme ceux qui disent c'est votre question fort intéressante. Mais non, mais alors, sans blaguer, je trouve que c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler, peut-être plus longuement qu'aujourd'hui, enfin, et des gens de chez nous. Par rapport à ça, après, la première chose qui me vient, et elle va peut-être paraître décalée ou pas, j'en sais rien par rapport au thème de la journée, c'est que on sait que les populations les plus vulnérables vont atterrir à l'hôpital, je veux dire,
dans l'urgence ou hors des codes, hein, pour le faire général, etc. Et donc vont embêter l'hôpital. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut, même en termes de durabilité, se demander comment travailler à l'intérieur avec les équipes pour se dire ceux qui embêtent l'hôpital en arrivant, hein, en pensant à ces populations-là, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Donc, considérer que ce n'est pas anormal qu'ils embêtent l'hôpital, puisque leur condition d'existence fait qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent arriver à l'hôpital. Bon, après, on peut mettre des nuances, mais quand même. Et donc, ne plus les voir comme je n'ai pas dit que c'est ça que vous disiez, je parle des hôpitaux généralistes, mais comme un problème qui va gripper l'organisation, le temps, le timing, la manière de faire, etc. Mais comme une évidence qu'ils ne peuvent pas atterrir autrement que comme ça à l'hôpital. Et donc se dire quel est le travail qu'on peut faire en équipe partant de là. Je me dis que ça, c'est quelque chose, et que vous faites peut-être, hein, donc je ne suis pas en train de dire, je n'en sais rien. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je me dis quand on parle de durabilité, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est fait dans des études de santé, etc. Mais on le voit avec des gens qu'on connaît, qui vont à l'hôpital, qui entrent, qui sortent, etc. C'est que plus on va aller vite dans la manière dont le passage à l'hôpital doit se vivre, et donc vite chez soi, eh bien, pour une partie, on va vite revenir aussi. Donc quel est l'intérêt en termes de durabilité d'expédier les gens, quoi, hein, il faut le moins de nuitées possible, le plus vite possible, le plus vite d'heures possible, le plus vite de... Hein, etc. Et puis on voit qu'il y a un cercle chez certaines personnes et ça ne va pas arrêter de tourner. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit gagnant en termes de résultats. Une autre chose qui est très pragmatique, mais qui fait partie des réalités dont on vient de parler il n'y a pas longtemps avec des témoins du vécu militant, c'est comme ça qu'on les qualifie, donc des personnes, parce qu'on voudrait bien travailler là-dessus, donc c'est pour ça que je dis ça. Entre autres, c'est... alors, je ne sais pas si on peut le relier à la durabilité, mais ça a quelque chose à voir malgré tout, c'est le surendettement lié à l'hospitalisation. Énormément de gens en difficulté voient un surendettement commencer ou grandir suite à des hospitalisations, malgré notre système de sécurité sociale. Hein. Donc je ne parle même pas des gens qui ne sont pas couverts. Je dis malgré notre système de sécurité sociale, tant les revenus sont ce qu'ils sont, tant les loyers bouffent les revenus, enfin, etc., etc. Et donc, ça conduit ça à, en tout cas nous on en connaît, des gens qui, une fois qu'ils ont été pris dans le filet, ils renoncent pour toujours à se faire soigner. Enfin, tant qu'ils peuvent, ils vont tenir à ne plus aller, pour ne plus être repris dans la spirale. Donc le jour où ils y arrivent, ils y arrivent encore dans un état plus grave. Donc en termes de durabilité, je ne sais pas si c'est souhaitable ni pour la personne ni pour l'ensemble du système de santé. Et donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Pourquoi est-ce que la question soit à table? C'est parce qu'on voudrait bien, on essaye d'ouvrir un chantier endettement hospitalier en relation avec le cabinet du ministre Van den Broek, etc. Et en se disant que là, il y a quelque chose à faire. Voilà, et je terminerai par un dernier élément qui est un élément que vit beaucoup, je crois, que vit beaucoup le monde hospitalier. C'est toute la question des gens qui rentrent à l'hôpital et puis il n'y a plus de lieu quand on sort. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a plus de logement, il n'y a plus de... Enfin, etc. Ou c'est la rue, enfin n'importe, il y a toutes sortes de choses, quoi, mais... Voilà, je ne sais pas du tout si je réponds à la question, mais je trouve que c'est des chantiers qui vaudraient la peine. Et il me semble que ça serait intéressant de se dire, tiens, avec des patients pauvres, et alors peut-être pas nécessairement avec... Enfin, ça dépend. Peut-être pas toujours avec des patients pauvres de la région sur laquelle on travaille, parce que parfois c'est difficile, dans la région dans laquelle on travaille, de pouvoir être associé, mais on peut croiser des gens dans des régions favorables. Super intéressant, merci pour toutes les interventions. Voilà, trois questions. Je vais essayer d'être aussi cynique que Eddy, mais je ne vais sans doute pas y arriver. Faux naïf. Mais d'abord, la question pour Alex du Bureau fédéral du Plan. Voilà, évidemment, vous êtes renommé, très connu au Bureau fédéral du Plan pour le modèle qu'on fait tourner, qu'on sert notamment pour l'estimation des programmes électoraux. Voilà,
c'est un travail qui est unique en Belgique. Et maintenant, et je ne connais pas la réponse, c'est pas une fausse question par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui. Finalement, comment est-ce que le réchauffement climatique est pris en compte, ou est-ce qu'il n'est pas du tout pris en compte quand on vous demande, par exemple, vous, quand les partis politiques ou les politiques vous demandent, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire si demain, au hasard, on limite les allocations de chômage dans le temps, voilà l'effet sur la politique que X d'entre eux retournent en emploi, X d'entre eux aillent au CPS, X d'entre eux disparaissent dans la nature. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, votre modèle prend en compte, je ne sais pas moi, la quantité de CO2 que ça va générer en plus? Je veux dire, est-ce qu'il y a même quelque part dans ces modèles un coefficient qui, d'une manière ou d'une autre, essaye de prendre en compte ce dont on discute depuis ce matin? Et sinon, pourquoi? Parce que c'est évidemment très compliqué, c'est pas une question facile, mais ou si oui, de quelle manière? Une question pour vous, Madame Simaï. Je ne suis pas un expert, par exemple, du marché immobilier, hein, c'est pas mon domaine de recherche, mais en vous entendant par rapport à des solutions plus structurelles, ou bien on vient plus tard, et donc c'est trop tard, ou ça va coûter très cher. Par exemple, ce que je sais sur la littérature, sur tout ce qui est contrôle des loyers, par exemple. Okay, alors, un économiste lambda, il y a quelqu'un lambda qui me corrigeront si je me trompe, vous dire voilà, si vous essayez de contrôler les loyers, ça ne va pas être terrible sur le long terme, ça augmente l'investissement, les investisseurs vont structurer le marché, donc ça ne va pas donner les effets escomptés. Mais par contre, si voilà, on augmente l'offre, sur le moyen terme, le long terme, ça va créer plus de possibilités par logement, ça va faire diminuer les prix. Là, moi, je comprends bien que, voilà, vous dites, ok, merci, mais on n'a pas le temps d'attendre le moyen terme, on n'a pas le temps d'attendre que la température augmente encore 1 degré, donc on vit dans des fours, et donc ça va. Donc, mais alors, voilà, comment est-ce que vous réagissez quand on vous donne ce genre de réponse-là? C'est une sorte d'inéquité temporelle, d'une certaine manière aussi. Vous avez parlé, je pense, c'est quelqu'un d'autre qui parlait des inondations. Voilà, clairement, ça peut avoir des conséquences sur votre santé différentes, si facilement vous déménager, puis revenir, ou réinvestir, etc. Et donc, mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour réagir, pour prendre en compte quelque part ce court terme, ce long terme, dans la réalité dans la journée? Et alors, troisième question, personne n'a équité, hein, c'est, vous avez parlé d'un exemple, je rebondis sur votre exemple, désolé, école en juin, juillet en France, canicule, etc., certaines écoles organisées par les. Mais finalement, alors c'est quoi la solution politique à exactement ce que vous avez décrit? C'est qu'il y ait une salle avec l'ERCO dans chaque école partout en France, c'est qu'il y ait une meilleure distribution, que les écoles soient plus mixtes, comme ça, voilà, c'est un peu le hasard, vous êtes dans la bonne école, tout le monde se retrouve à la même probabilité de se retrouver dans l'école, ou voilà, c'est juste qu'il faut s'endetter pour que dans toutes les écoles il y ait l'ERCO, voilà, un peu d'un point de vue de politique publique finalement, par rapport à ce que vous avez évoqué, juste pour qu'on puisse avoir dans la salle une sorte d'exemple concret sur une politique publique par rapport au problème d'inéquité. Bon, allez, on commence par la fin. Alors, pour cette problématique-là, alors il y a plusieurs solutions qui sont envisageables, mais à court terme, évidemment, c'est compliqué de se dire, bon, de toute façon, il faut mettre des systèmes de climatisation dans toutes les écoles. Donc, à court terme, on fait un peu il faut faire du cas par cas. Donc, la solution qui a été proposée de fermer les écoles pendant 3-4 jours pour éviter plutôt de mettre les enfants dans des situations dommageables d'un point de vue sanitaire, ça m'a semblé la solution la plus cohérente, parce qu'on ne pouvait pas maintenir des enfants dans une classe à 35 degrés, à 30 élèves, voilà. À moyen terme, ce qui est évident qu'il faut faire, c'est prévenir, c'est-à-dire qu'il faut végétaliser les cours d'école, il faut mettre en place des systèmes de climatisation. Alors ça, ce qu'il y a, c'est que ça se joue au niveau local, donc c'est très décentralisé. Donc c'est pas des politiques nationales, mais au niveau local, je pense que les municipalités aujourd'hui se rendent compte de l'enjeu il se passe des choses au niveau local qui fonctionnent quand même bien. Il y a des groupes de discussion parfois, il y a des communes où on le voit, les citoyens sont aussi sollicités pour donner leurs avis, etc. Et on a quand même ce phénomène qu'on voit de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dessiner de grandes politiques nationales, à part après des aides qui peuvent être versées pour aider les municipalités à investir dans de la climatisation, de la végétalisation, etc. Mais c'est vrai que c'est très naissant. Pour cet exemple anecdotique,
c'est très décentralisé. Donc sur du court terme, je pense que la solution qui a été prise, c'était la bonne. Hein. Je vois pas trop, j'ai pas trop forcément d'autres solutions. Entasser les enfants dans la seule pièce climatisée potentiellement de l'école, bon, techniquement impossible, mais clairement sur du moyen terme, c'est plutôt, il faut s'orienter vers une transition, du coup, une transition et une adaptation des locaux, et potentiellement une autre option, oui, qu'on pourrait envisager, c'est après repenser l'organisation aussi du calendrier. Ça, c'est quelque chose qui peut être discuté avec évidemment les enjeux, les professionnels de l'éducation. Donc ça, c'est des débats qui doivent aussi être pris en compte, parce que c'est des solutions qui peuvent être envisagées. Alors je ne connais pas les tenants, les aboutissants, j'imagine que ça peut être complexe, mais ça peut être une solution à discuter. Oui, alors le contrôle des loyers comme solution, est-ce que ça va écraser le marché, faire que les propriétaires vont se retirer, etc., etc. C'est toutes les craintes qu'il y a derrière. Et aussi peut-être que sur le court terme, ça peut être mis en place, oui. En même temps, il y a une solution de long terme, voilà. de commenter là, donc voilà. Oui, c'est ça. Alors, bon, sur le logement, il y a tellement d'années aussi que beaucoup de gens planchent sur le logement en se disant c'est inquiétant. À la Cité Miroir à Liège, il y a quelques mois, il y avait la présentation d'une exposition d'un architecte liégeois qui avait été un architecte très social et qui était devenu méconnu à un moment donné. Et donc dans cette exposition, on expliquait toute l'apogée du logement social. Et puis à partir de quel moment ça s'est arrêté. Les crises des années 70, etc. Donc on a d'abord beaucoup investi, puis un peu moins, puis à un moment donné on a dit on arrête d'investir dans le logement social, et on arrête. En fait, donc électro-plat pendant tout un temps. Et puis après il y a des petites choses, quoi, mais c'est des cheat notes, ce qui se fait, etc. Moi je crois quand même que si ça passe par éventuellement l'augmentation d'une offre, et je ne suis pas radicalement contre, alors ça peut être de la transformation, de la rénovation, etc. Il y a besoin, je trouve, d'un réinvestissement public massif sur du logement pour avoir non seulement une offre, mais que la propriété du logement ne soit pas dans le marché privé. Et qu'on crée un rapport de force beaucoup plus important sur la propriété. Alors ça peut être par du logement social, ça peut être par soutenir les communautés c'est les communautés, c'est vous ça. Allez, les communautés land trust, etc. Donc dissocier la propriété du sol, du bâti, pour qu'on arrête les spéculations, les plus-values sur les ventes, etc., etc. Et moi je pense qu'il faut jouer sur plusieurs leviers. Mais il faut absolument, je pense, avoir une réappropriation d'une partie beaucoup plus importante des propriétés en termes de propriété publique, pour créer un rapport de force, je trouve, par rapport à l'offre. L'offre dans le privé, moi je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de l'analyse du logement privé, mais j'ai du mal à y croire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se font dans le logement privé. Alors je sais que pour le moment c'est difficile, mais bon, on a vu fleurir des tas de choses, etc. Je pense que la régulation aussi de l'autorité publique sur l'offre privée, en imposant par des législations le fait qu'il y ait du logement mixte avec des loyers variés, etc., est quelque chose vers lequel il faut aller. Donc je ne crois pas à l'offre privée libre. Parce que ça, c'est ce qu'on connaît, et c'est ce qu'on a laissé faire, et c'est ce qui a été pris, c'est comme ça que le logement a été pris d'assaut. Par contre, je ne sais pas si le contrôle des loyers, même si j'ai tendance à quand même dire oui, il faut un contrôle des loyers, je ne sais pas si ça c'est vraiment la bonne formule. Moi, je serais favorable à dire globalisation des revenus, y compris les revenus issus des locations, et donc fiscalisation de tous les revenus et un retour alors dans l'enveloppe commune pour arriver en effet à des investissements plus importants. Parce que moi je veux bien qu'il y ait des privés qui fassent des loyers à 2 000 €, mais si quelqu'un a un portefeuille de 2 000 €, et même qu'on a une fiscalité dessus qui est suffisante pour venir réalimenter bien une enveloppe qui fait qu'on peut investir dans le logement, voilà. Vous voyez, c'est un peu comme l'indexation. Moi, je ne suis pas favorable à ne pas indexer les hauts salaires parce qu'ils contribuent dans la caisse de la sécurité sociale aussi, dans une proportion en principe plus importante. Et donc voilà, donc, comment est-ce qu'on fait ce jeu de... Bon, je ne sais pas si c'est une réponse, mais voilà. Alex ?
Donc votre question était, qu'est-ce qu'on peut aviser? How do you take into account the topic of today in the models that you are using? Okay. Do we have the proper models? Est-ce qu'on a It's one of the parameters that is in the model when you estimate any policy that you ask to evaluate. Très court. On n'a pas la capacité indépendamment de prendre n'importe quoi en compte sur le climat. Je dis indépendamment parce qu'on travaille, historiquement, on travaille avec des consultants, notamment les gens de l'Université d'Athènes qui ont construit et maintiennent notre modèle PRIMES. Le modèle PRIMES sait faire les impacts sur les émissions et les investissements nécessaires pour réduire les émissions de façon cohérente. Nous n'avons pas ça, sauf sur le secteur du transport. Là, on a, par une collaboration avec l'Esprit de mobilité, historiquement, le modèle de transport, qui fait plus que le climat, la congestion, tout ça. Mais pour l'industrie, les bâtiments et le secteur de power, de l'offre, la génération d'électricité, nous n'avons pas eu cette capacité jusqu'à très récent. On est entré dans une collaboration avec deux institutions régionales, Vito et Secoloni, Vito en France, qui maintiennent un modèle pareil comme PRIMES. Si on maîtrise ce modèle-là, on peut construire des liens avec les autres modèles comme des impacts sur le macro. Où on a décidé d'entrer dans une collaboration avec une institution danoise qui, grâce aux dessous des commissions européennes, ont construit un modèle pour ça. Mais c'est tout en train de se construire. Donc, bref, on peut effectivement dire pas trop pour l'instant. Mais c'est intéressant quand vous dites que histoire de canicule en France, en juillet, on a décidé de fermer les écoles. Est-ce que ce n'est pas la décision en même temps le plus inéquitable? Et pour moi, c'était le symbole de faire cette décision, de ne pas justement penser l'équité et l'impact équitable d'une décision sur la population. Parce que ça présume que déjà, tout le monde peut prendre une journée d'RTT. Et les mères monoparentales où il y a zéro flexibilité en termes de travail, déjà c'est une galère. Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Et après, en termes de logement, c'est quand même la qualité du logement extrêmement dépendant de notre revenu. Même pour le revenu moyen à Paris, il y a des logements qui sont vraiment très difficiles à habiter déjà quand c'est 30 degrés, 29 degrés à Paris. Pour moi, c'était vraiment une décision nationale qui était symboliquement inéquitable. On pouvait faire autre chose en disant, si on avait ce souci un tout petit peu que ça existe, les situations différentes, et puis on prenait en compte ces inégalités, je pense qu'on a dû faire des décisions plus locales, laisser au moins la chance de dire certaines familles peuvent déposer leurs enfants à l'école, quitte annuler les classes, faire des sorties, je ne sais pas, il y a 1000 différentes solutions en fonction des lieux. Oui, alors je suis assez d'accord sur le fait que ce soit inéquitable complètement, c'est révélateur. Par contre, il faut aussi voir sur le court terme, c'est-à-dire que ces décisions, elles ont été prises parfois la veille pour le lendemain, c'est-à-dire qu'à 21h, les familles ont été au courant qu'à 8h, les enfants ne seraient pas accueillis en classe. Il y a eu aussi, je sais qu'il y a eu des écoles, par exemple, qui ont ouvert des gymnases climatisés où ils ont mis des enfants, plusieurs classes dans un même gymnase. Donc en fait, il y a eu un peu une adaptation qui s'est fait vraiment au niveau local, mais clairement, je suis d'accord, je dis pas que c'est le first best, que c'est la meilleure solution, c'est assez inéquitable, mais je pense qu'à court terme, c'était difficile de trouver d'autres solutions. Il y a dû certainement avoir des discussions assez similaires pendant
la crise Covid, sur est-ce qu'il faut vraiment fermer les écoles et envoyer chaque enfant chez lui, sachant que tout le monde n'est pas doté des mêmes infrastructures, etc. Oui, c'est révélateur, on va dire, de la non prise en compte, en effet, des spécificités des familles, des spécificités des communes, etc. C'est révélateur, pour le coup. I want to share Alice's concern about the data availability for policy analysis and guidance. I find there is a big misalignment, a big imbalance between the availability of environmental shocks, like temperature, pollution, whatever. We have very nice, super granular data if you want to measure exposure, while we have a lack of outcomes, socioeconomic outcomes. It's very difficult to get detailed outcomes if you want to analyze how the shock distributes across different population groups and what are the most vulnerable populations and so on and so forth. So I think that if Europe really wants to take a step ahead and want to keep on being on the frontier of knowledge, it needs some action, to coordinated action across countries to make this data available. Because now the problem is that there's a privacy issue, but on the other hand, there's a data produced with public money, so they should be released with proper disclosures, whatever, but they should be available for research, especially if you want to take an advantage and not to be behind the exponential rates of climate and environmental shocks. So, what do you think about this big issue, big missing? Thank you for the question. On peut déjà donner le micro par là dans un instant. Should you want to answer now? Ok, on prend l'autre question en même temps. We take both. Ok, merci. Merci beaucoup pour vos présentations que j'ai trouvées passionnantes. J'ai pris une quantité de notes invraisemblables et j'ai tout perdu par une fausse manœuvre. Voilà. Ce qui m'a frappé dans les présentations de Marion Davin et Christine Maillet, c'est pas une question, c'est un commentaire, c'est que vous avez brillamment montré le lien entre politique environnementale et politique sociale. Et ça fait écho chez moi parce qu'en Suisse, on va voter bientôt sur une initiative populaire qui vise à taxer à 50% les héritages de plus de 50 millions. Bon, nul besoin de dire que ça n'a aucune chance de passer. J'ai voté oui. Mais j'ai été frappé dans le débat autour de cette initiative par le fait que redistribution des richesses et protection de l'environnement ne sont pas vus comme liés par les votants, par les médias, par personne en fait. Mon père, qui n'est pas particulièrement à droite, a voté non à cette initiative en disant « Ouais, mais en fait, on parle de l'environnement, mais en fait c'était juste pour redistribuer des richesses ». Et voilà, en fait, oui, redistribuer les richesses et protéger l'environnement, vous avez montré à quel point c'est étroitement lié. C'est un message fort que je retire de vos présentations. Ouais, et je me dis que peut-être ça gagnerait à être davantage communiqué dans le discours au grand public. Right reaction. Vous souhaitiez réagir à la première intervention? Yes, I was. Okay, go. So yes, on the role of the European Union, wholeheartedly support it. I think the European Union has a role to play to disseminate best practices. Perhaps louder in the microphone. So yes, I subscribe to your remark on the role the European Union has to play on, for example, disseminating best practices. Making available their own models. And my experience is that Europe gives and takes. So I mentioned our capacity of microsimulation was supported by the European Union. We got Euronaut through the Joint Research Center, it's called. Now Euronaut was, it's a good practice, I'd say. It was constructed by the UK and a Belgian university network around there. And it was like canonized by the GRC and made open. That's a very good practice. There are, and I can be a bit more diplomatic now, not so good practices.
where models stay locked up behind what I would say paywall. There will be reasons for that. So Europe has apparently not made up its mind in which direction to go. Of course, as a national authority, where Europe regularly imposes new analytical requirements, if you want to keep up, what frequently happens that something parachutes on my desk and I say, oh my god, I have to calculate that, then Europe should be able to give something back. That said, I'm going to have been grateful note. The Danish project was supported by DJ for technical support instrument, and I think using this technical support instrument to support science, support public administration, adapting, integrating best practice from science, that's really it's good work. Je crois qu'on a déjà atteint quasiment la fin du timing, à moins que nous ne frustrions définitivement quelqu'un. Je vais nous proposer de remercier les 3 membres du panel et appeler François et